Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume. Toujours présent. C'est vrai, ça, toujours présent. On se retrouve pour le chapitre 24, soit le 4e chapitre de Bran. Si je dis pas de conneries, mais je crois que c'est le 4e chapitre de Bran. Je crois. Et vas-y, Guillaume, je te laisse faire ce résumé. Ok. Donc dans ce chapitre, on retrouve Bran, qui regarde jouer Rickon depuis sa fenêtre pendant que vieille Nan lui raconte des histoires. Donc Bran, aimant les histoires qui font peur, va avoir une histoire de vieille Nan qui concerne les marcheurs blancs. Maintenant, on peut le dire, c'est le nom pour les autres, et d'un héros qui a existé il y a de cela des millénaires. Et donc, après tout ça, Maître Luwin vient prévenir que des visiteurs sont arrivés. Et il s'agit de Tyrion, qui revient du mur et qui vient apporter, on va dire, des plans afin que Bran puisse monter à cheval. L'accueil de la part de Robb n'est pas très chaleureux et Tyrion décidera d'aller dormir en dehors de Winterfell pendant que Yoren, donc qui est la personne de la garde de nuit avec qui partage la route avec lui, va rester à Winterfell. Et à table, Yoren apprendra à Robb que Benjen a disparu depuis un moment et qu'il est probablement mort. Ok. Donc ce chapitre, il est vachement fourni en informations. Je pense que c'est un des chapitres que j'ai mis le plus de temps à préparer. Je pense qu'on va beaucoup parler. Je sais pas quelle va être la longueur, mais en tout cas, on va beaucoup explorer tout ce qui a été dit. Donc le chapitre débute par une scène où Bran regarde par la fenêtre de Winterfell. Rickon y joue avec le loup de Robb, donc Vangry, et avec son loup, Broussaille. Et en voyant jouer... je crois qu'il joue aussi avec le loup de Bran, Été, et peut-être que Été est resté avec Bran, je sais plus exactement. Mais, en voyant jouer les loups et son frère Rickon, Bran se rend compte de son infirmité, mais s'interdit de pleurer. La corneille avait d'ailleurs menti, il ne pouvait pas voler. Et on sent que dans tout le chapitre, c'est quelque chose qui le tiraille, ça. Le fait que, dans son rêve, elle lui a dit qu'il pouvait voler, alors qu'il se rend compte en se réveillant qu'il est infirme, quoi. Mmh. Donc tu sens que dans ce chapitre, ça répétait plusieurs fois qu'il voulait pas que des gens lui mentent ou parce que il s'était déjà senti floué par la corneille. Et le fait qu'elle lui promette ça, alors que lui était dans son coma, qu'il était en pleine chute et qu'elle lui dise non, tu peux voler, et que lui en fait il a vraiment volé en fait dans son rêve. Le fait qu'il se réveille dans cette condition, je sens que ça le frustre vachement. Vieille Nan, la conteuse et ancienne nourrice de Bran, est chargée de veiller sur lui à longueur de journée. Mais cela l'ennuie énormément. Certes, avant il aimait ses histoires, mais plus maintenant. Il en avait assez. Lui voulait à nouveau courir, voir ses parents. Bref, de nouveau avoir la vie d'un garçon de 8 ans. Et donc là, dans ce chapitre, en fait, on se rend compte vachement du changement de comportement de Bran, en fait. Quand tu le voyais dans son premier chapitre ou dans ses premiers chapitres, c'est qu'il était vachement heureux, qu'il avait des rêves. Là, tu le sens blasé, quoi. Enfin, plus que blasé, même. Bon, il a le droit de taper sa petite dépression après ce qui lui est arrivé. Hein. Ouais, tu le sens même dépressif, en fait. Ouais, clairement, ouais, il est probablement dépressif. Mais après, c'est que, bon, il a 8 ans. Hein. Et quand tu vois même Rickon jouer dehors, tu fais bon, putain. Ouais. Donc on en apprend un peu plus sur cette vieille Nan. Donc on sait qu'elle est très vieille et que ça m'a fait rire que Ned lui-même l'a toujours connue comme étant vieille Nan en fait. Donc la preuve qu'elle est vachement vieille parce que Ned il a quoi 35 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà 30 ans c'était la vieille Nan. Et donc du coup ça fait poser quelques questions sur son âge parce que bon on sait que l'espérance de vie était pas ouf et que si je veux dire pendant l'enfance de Ned elle était déjà vieille.
ça veut dire qu'elle a quand même peut-être 80 balais, quelque chose comme ça, quoi. Même 90, je pense. Hein. Donc vraiment une espérance de vie, faut avoir ses gènes, quoi. Donc ses deux fils, alors il lui reste pas beaucoup de famille, c'est vrai elle a l'air très seule cette vieille dame, parce que ses deux fils sont morts lors de la rébellion de Robert, et son petit-fils lors du siège de Pique pendant la rébellion de Balon Greyjoy. Donc on a déjà parlé un tant soit peu de ces deux événements lors des précédents podcasts. Et donc la seule famille qui lui reste, c'est Hodor, qui est son arrière-petit-fils. Alors du coup, on en apprend aussi un peu plus sur Hodor dans ce chapitre. Donc, alors qu'il répète son nom à longueur de temps. Bah, il répète pas son nom, parce que son vrai nom, c'est Walder. Ouais. Et il répète Hodor, et on sait pas pourquoi il répète Hodor. Et par extension, les gens ont fini par l'appeler Hodor. C'est ça. Chelou un peu. Ouais, tu m'étonnes en même temps quand tu répètes Hodor, forcément, bon. Bah, c'est comme les Pokémon, hein. Ouais, exact. Mais après, c'est la question de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que... Mais est-ce que Pikachu s'appelle Pikachu? Enfin, dit Pikachu parce qu'on l'appelle Pikachu, ou on l'appelle Pikachu parce qu'il dit Pikachu? Mais, ouais, en fait, t'as l'impression que c'est un événement qui s'est passé d'un jour à l'autre et que d'un coup, il a commencé à dire que Hodor, en fait. Ouais, c'est vrai, On en sait pas plus, là, mais mais t'as l'impression que ça s'est passé comme ça, en fait. Je te dis, ça, c'est une intrigue qu'il faut mettre. Ça, pourquoi Hodor dit Hodor? Oui. Alors, c'est vrai que dans la série, ouais. T'as une réponse à la fin. Ouais, on a une certaine réponse, mais sans être un spoiler, qui n'est pas celle du livre, en tout cas. Et qui a fait chier énormément les traducteurs. Ouais. Enfin, la réponse qu'on a dans la série, en tout cas. Faudrait que je regarde cet épisode en français, d'ailleurs. Ça a dû énormément faire ouais. Moi aussi, je me suis toujours demandé comment ils avaient fait ça en français. Ouais, sans spoiler. La corneille l'avait rempli d'espoir lors de son rêve, mais à son réveil, il s'est rendu compte qu'il était brisé. De plus, pratiquement tous les proches de Bran étaient partis durant son coma. Et en fait, on se rend compte que c'est vrai, c'est-à-dire que Bran, quand il a fait sa chute, en fait, tout le monde était à Winterfell. Et lorsqu'il s'est réveillé, je veux dire, Ned, il était parti, Catelyn était parti, Sansa et Arya sont partis, Jon est parti, un bon nombre des personnes de la maisonnée Stark sont parties, donc c'est vrai qu'à son réveil, en fait, ils sont, alors je dirais pas seuls, mais parce qu'il lui reste quand même Robb et Rickon, mais presque quoi. Et Robb qui n'a plus le temps de veiller sur lui, parce que Robb maintenant s'occupe de toutes les affaires de Winterfell. Ouais. Et donc son comportement, il a changé, en fait. Ouais. Et Rickon est un peu jeune pour lui tenir compagnie. Qu'en fait, il doit se sentir très seul. C'est ça, ce que j'allais dire, en fait. Donc, ouais. Robb est d'ailleurs à présent le seigneur de Winterfell par intérim. Et à cause de cela, son comportement a changé, il est devenu sérieux, distant, et il passait plus de temps avec les gardes ou avec Theon Greyjoy qu'avec ses propres frères. Valyna lui propose alors de lui conter l'histoire de Brandon de Bâtisseur. Donc on a déjà entendu parler de Brandon de Bâtisseur. On sait que c'est le fondateur de la maison Stark et celui qui a fondé Winterfell. Mais là on apprend que ce Brandon de Bâtisseur aurait aussi fondé le mur. Alors là, comment il aurait fait pour fonder le mur? Parce que le mur, vu qu'on a eu la description par Jon, il fait quoi, 200 km de... Qu'est-ce que je dis, moi? 200 mètres de haut. 200 mètres de haut. C'est pas la première fois que tu fais ça. Ça. Chaque fois, je fais cette erreur. 200 mètres de haut, chaque fois, je me dis, 200 km, c'est quand même assez haut, tu vois. Quand même 200 mètres de haut, on sait qu'il fait, je sais plus combien de kilomètres de largeur, enfin, bref, qu'il est... Tu m'as dit que c'était un Paris-Lyon. En termes de longueur. En termes de longueur, ouais. Oui, pardon, je parlais vraiment de la largeur et tout, parce qu'on sait qu'il y a 12 chevaux qui peuvent chevaucher. Ah oui, oui. Enfin, je veux dire sur en tout cas sur la largeur du mur. Oui, c'est à peu près un peu plus de 500 km ou un peu moins, quelque chose comme ça. Donc, comment il aurait fondé ce mur, quoi? Je veux dire, lui tout seul, ça paraît assez compliqué. C'est un peu le même délire que les pyramides, c'est même des milliers d'années après, tu te demandes toujours comment ça a été fait, quoi. Non, mais les pyramides, oui, avec des esclaves, c'est possible.
Le Brandon le bâtisseur, t'as l'impression que ouais, c'est lui-même. C'est toujours un problème pour les architectes, hein. Ils ont du mal à vraiment se rendre compte comment ils ont toute la logistique du truc. C'est pas, il y a des théories, mais c'est pas fixé, genre. Ok, ça je savais pas. Ouais, c'est pas fixé. Mais en tout cas, le fait qu'il ait fondé Winterfell, soit. Le fait qu'il ait fondé le mur. J'ai mis quelques doutes, quoi. C'est pas moi, personnellement, mais je veux dire, on peut mettre quelques doutes sur le fait qu'un seul homme ait pu fonder le mur. Après, est-ce que c'était l'architecte qui a juste signé son nom du contrat Mais voilà, quoi. Mais en tout cas, supposément, d'après les histoires, d'après les rumeurs, il y aurait un lien entre ce Brandon le bâtisseur et le mur. Je crois qu'il a sorti un ninjutsu, à mon avis, genre, tu sais... Et d'ailleurs, Vieillan, en fait, confond les différents Brandon. C'est vrai qu'on en a eu plusieurs depuis le début de l'histoire. Je crois qu'on l'avait déjà dit dans un précédent épisode, mais du coup, pour l'instant, je crois qu'on en connaît 3. 3 Brandon? Ouais. Bah, Brandon le bâtisseur, Brandon le frère de Ned et Bran. Ouais. Mais Bran, lui, n'aimait plus ces histoires. Il aimait à présent les histoires d'horreur, les histoires terrifiantes. Vieillan lui rappelle qu'il n'a connu que l'été et qu'il ne connaît rien de l'hiver, de la période de la longue nuit et des marcheurs blancs. Et d'ailleurs, ça me fait rire cette scène parce que en fait, tu l'entends tellement raconter cette histoire avec une voix chevrotante, tu sais. Oui. T'as déjà joué à Dark Souls? Tu vois, les scènes d'intro de Dark Souls, c'est la narration, genre, c'est une vieille meuf avec une voix chevrotante. J'imagine exactement, genre, long ago, in the dark age. Tu vois, genre, exactement ça. Oui, mon garçon, tu ne connais rien de la nuit. Tu es un garçon d'été. Je te montrerai l'intro de Dark Souls après, tu verras. C'est exactement ça. Elle commence alors à lui raconter l'histoire des autres. Et bon, alors vas-y Guillaume, je te laisse raconter ce que t'as compris. Bon, maintenant, je suis soulagé, je n'ai plus jamais envie de dire les autres. On va enfin les appeler les marcheurs blancs. Donc, Vieillan pose direct le terrain en parlant en fait d'une période qui est connue comme l'hiver le plus long et le plus froid jamais connu de l'histoire des 7 couronnes, et même à une époque où c'était pas du tout les 7 couronnes. Et cette période est marquée par un fléau qui se trouve avec les marcheurs blancs, donc qu'on a déjà décrit dans le prélude, etc. Donc c'est espèce d'humanoïdes longiligne très grand, pâle, et maintenant on sait qu'ils chevauchent même des cadavres de chevaux, et on sait qu'ils détestent le fer, le feu, le contact du soleil et les créatures à sang chaud, et en fait ils tuaient femmes comme enfants et ils dévastaient tout sur leur passage, à tel point que un héros, on ne sait pas qui, on l'appelle le dernier héros, a décidé d'avoir recours, d'aller à la rencontre des enfants de la forêt, dont on sait peu de choses, mais il semblerait qu'à cette époque-là, il en restait quelques-uns qui étaient cachés dans les forêts. Et on ne sait pas s'il a réussi à les rencontrer, mais en tout cas, tous ses compagnons étaient morts pendant leur recherche. Et il restait que lui, et on sait qu'il était traqué par les limiers des marcheurs blancs, qui se trouvaient être des araignées énormes, qui étaient à sa poursuite. Et avant même que Vieillan... Ça m'a fait grave peur, parce qu'il m'a grave fait penser à Harry Potter 2, le moment où... C'est pas ça que je m'a fait grave peur, parce qu'il m'a grave fait penser à Harry Potter 2, le moment où Aragog avec ses araignées géantes, ça fait super flipper, quoi. Ouais. Et on avait hâte de connaître la fin de l'histoire, mais malheureusement l'histoire est interrompue par Maître Luwin et Hodor. Alors du coup, pendant cette histoire qui est vachement intéressante, parce qu'on apprend c'est les premières infos qu'on a sur ces autres. Et j'ai pas précisé, mais on a un peu une idée de la chronologie entre les premiers hommes, les Andals, et les femmes de la Rhoyne.
Est-ce Bah, qu'ils en c'est ça parlent que un je voulais peu préciser, en commençant par le fait que, après cette histoire qui est vachement intéressante, parce que c'est les premières informations qu'on a sur les autres depuis le Ta début gueule, les du marcheurs tome. blancs. Les marcheurs blancs, ben non, si tu veux, les deux prononciations sont correctes. Déjà, la notion de temps, elle est un peu floue, parce que, en fait, quand Vieille raconte son histoire, elle dit que ça se passe il y a des milliers et des milliers d'années. Mais est-ce que ça signifie 2000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Mais je crois qu'on... Est-ce qu'on sait si... il me semble que moi j'ai une notion de 8000 ans. Pour... La disparition des marcheurs blancs. Moi j'ai une notion de 8000 ans. Il y a 8000 ans? Alors ça, on pourra vérifier. Moi j'ai cette notion-là. On vérifiera avant la fin du podcast pour voir si on trouve quelque chose. Pas dans ce chapitre. Hein. Alors, c'est précisé, ce qu'il détestait, donc comme tu l'as dit, c'est le fer, le feu, le soleil et les créatures à sang chaud. Mais c'est pas précisé s'il détestait... Alors, qu'est-ce que détester veut dire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient peur? Ouais, est-ce qu'il craignait ou... C'est une faiblesse? Parce que les créatures à sang chaud, on sait bien que non. Ouais, je pense que les créatures à sang chaud, c'est plus ils ont une volonté de les exterminer un peu. Mais est-ce qu'ils craignent le feu? Parce qu'on dit qu'ils détestent le contact du soleil, mais ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est plus représenté comme étant une faiblesse, le contact du soleil, plus que quelque chose de déteste. Sachant que c'est des créatures plus ou moins de glace. Bon, ça fait... Donc supposément, à part les créatures à sang chaud, ou quoi que ça se trouve et tout, le fait de... Mais non, parce qu'on sait qu'avec les humains, c'est justement les humains qui sont faits par rapport à ces marcheurs blancs. Mais typiquement, le fer, le feu et le soleil, ça pourrait être... ça pourrait leur causer des dégâts. Le fer, c'est bizarre, c'est ni chaud, ni... Alors, on sait que dans le texte, c'est dit qu'ils menaient une nuée de morts. Donc, supposément, ils ont un rapport avec les morts, mais ça, on le savait déjà pas dans le prélude. On savait qu'ils réaniment les cadavres et qu'ils donnent la chair de leurs victimes à leur armée de cadavres. Ouais. Mais du coup, ça voudrait dire que, en fait, qu'il y a une différence entre, par exemple, le cadavre de Weimar Royce qu'on a dans la fin du prélude et ces marcheurs blancs. Ah oui. Ce serait deux choses différentes. Ouais. Tu ne deviens pas un marcheur blanc. Mais du coup, est-ce que les marcheurs blancs et les autres, ça serait deux différents types de personnes? Est-ce que les marcheurs blancs créeraient les autres qui seraient, par exemple, des humains morts? Ou est-ce que les autres et les marcheurs blancs, c'est la même chose? Tu vois? Ah, pour moi, les autres, ça a toujours été les créatures mystiques, pas les cadavres animés, quoi. Donc les nuées de mort, ce serait autre chose, mais du coup, les autres et les marchands de mort, ce serait la même chose. Pour moi, les nuées de mort, bah, c'est les cadavres qui leurs esclaves, c'est ce qu'ils ont créé, quoi. Ouais. Ok. Donc on dit que cela, c'était avant l'arrivée des Andals et la venue des Rhoynar. Donc tu sais où les Rhoynar ils sont arrivés? À Dorne. Oui. Dorne. C'est précisé dans l'appendice au niveau c'est ça. De la maison Martel. Mais donc du coup, alors ça répond à ça contredit une de tes interrogations dans un des précédents podcasts. Tu disais qu'en fait, c'était quand on parlait du premier chapitre de Daenerys. En fait, les Dothraki appelaient Westeros le pays des Andals, le Reich Andali. Et donc là, tu pensais que les Andals précédaient les premiers hommes, en fait. Ouais, mais en fait, c'est les premiers hommes qui précèdent... je m'en doutais un petit peu aussi, que premiers hommes, ça porte bien son nom. Et donc, les Andals seraient venus après, et ceux qui sont appelés les Rhoynar encore après. Ouais. C'est ça, donc si on a une chronologie, d'abord, il y a eu... Bon, alors, tout d'abord, sûrement, il y a eu les enfants de la forêt. Oui, je pense que eux, pour le coup, ils ont pas immigré, ils étaient là, c'est les locaux. Ensuite, des premiers hommes, quoique, de toute façon, les premiers hommes et les enfants de la forêt étaient contemporains en même temps, hein. Mais... ils sont venus après, mais je pense que les enfants sont venus, enfin, les enfants étaient déjà en place quand les premiers hommes sont arrivés. Ensuite, on a eu, du coup, les marcheurs blancs. Ouais. Ensuite sont venus les Andals, puis les Rhoynar. Et bientôt, les Dothraki arriveront sur leurs chevaux, ils traverseront le détroit. Sur leurs chevaux, s'ils arrivent à monter sur un bateau. Donc, comme on l'a dit, donc cette histoire des premiers,
Donc comme on l'a dit, donc cette histoire des marcheurs blancs, c'était autant des premiers hommes qui cohabitaient avec les enfants de la forêt. Sauf que ceux-ci, comme tu l'as dit, Guillaume, s'étaient retranchés dans les bois, dans des villes d'arbres, c'est dit. Donc c'est stylé, des villes d'arbres. Moi j'imagine des petites maisons avec, tu vois, des petites maisons hauteur. Moi, j'imagine comme dans Star Wars 6, tu vois. Ah. Les Ewoks. Et en fait, on dit que c'est les visages des Barals qui veillaient sur eux. Donc on sait que les enfants de la forêt ont un lien avec les anciens dieux, et que les anciens dieux ont un lien avec les visages des Barals. Donc typiquement ces anciens... Alors est-ce que ça serait juste une croyance, ou est-ce que ces anciens dieux auraient une manifestation qui les protégerait vraiment? Ça c'est encore en discussion. Et bon, alors du coup l'histoire du dernier des héros, tu l'as raconté, Guillaume, tu l'as raconté très bien. Et comme tu l'as dit, ils se font interrompre par Maître Luwin et Odor. Donc Luwin indique qu'ils ont un visiteur, Tyrion Lannister, accompagné de membres de la garde de nuit, et Tyrion Lannister possède un mot de Jon. Donc il doit ravir Robb, parce que justement, il était assez triste d'avoir perdu la présence du bâtard Winterfell. Luwin les prévient que Robb les reçoit en ce moment même. Et lorsque Bran arrive dans la salle principale, il ressent une ambiance assez tendue. Robb accueillait ses invités avec de l'acier dégainé. Et d'après Bran, on sait tout ce que ça signifie de recevoir des invités avec de l'acier dégainé. Donc supposément, c'est-à-dire que bon, voilà, t'accueilles pas tes visiteurs à bras ouverts, quoi. Et même Ser Roderick Castle lui avait dit que faut jamais sortir son épée sans avoir l'intention de s'en servir. Et en fait, Robb, lors de son accueil, il parle que d'héberger les membres de la garde de nuit, mais du coup, en filigrane, pas de Tyrion, quoi. Bon, après, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'on peut comprendre l'accueil de Robb, dans le sens où lui, en fait, sa mère l'a laissé en lui disant que c'était les Lannister qui étaient comment dire, les commanditaires, en fait, de l'assassinat déjà de Jon Arryn, et qui, en plus, auraient tenté d'assassiner Bran. Oui, c'est compréhensible. Donc c'est sûr que quand sa mère l'a quitté, Catelyn, pour lui les Lannister c'est tous des pourris, c'était eux qui avaient tué l'ancienne main du roi, eux qui avaient essayé d'assassiner son frère, c'est compliqué quoi. Donc tu comprends qu'il réserve cet accueil à Tyrion. Mais le lutin, en voyant Bran, est tout de même surpris de le voir vivant. Donc il a appris justement qu'il était vivant quand il était... Enfin, c'est même Jon, en fait, qui l'a prévenu que Bran était vivant, même s'il était estropié. Et Tyrion lui demande d'ailleurs à Bran comment se fait-il qu'il soit tombé alors qu'il est supposé... Et Tyrion demande d'ailleurs à Bran comment se fait-il qu'il soit tombé alors qu'il est supposé être un si bon grimpeur. Maître Luwin répond que Bran n'a aucun souvenir de sa chute, ce qui est curieux d'après Tyrion. Donc là, on a une deuxième confirmation, c'est que Tyrion, du coup, n'est pas au courant que c'est Cersei et Jaime qui ont, essayé d'assassiner Bran. En tout cas, qui l'ont poussé de la tour. Donc lui-même s'est dit que c'est assez curieux. Donc tu vois, lors de la conversation qu'ils ont eue, lors de son premier chapitre, Tyrion, à la fin, tu sais, il a un peu un dialogue assez chelou avec Jaime. Ouais, ce dialogue était chelou avec Jaime. Moi, je supposais qu'il avait compris. Mais visiblement non, du coup. Alors, Tyrion propose d'offrir à Bran une selle adéquate pour pouvoir monter à cheval, même avec sa condition. Ingénieur. Le mec est... Ouais, il lui offre un croquis et bon, du coup, il lui faut aussi un cheval assez docile pour pouvoir satisfaire à cette demande. Qui répond à la voix et tout, c'est ça? Ouais, il lui faut même un poulain qui a jamais été monté ou quelque chose comme ça, parce que sinon ça va pas marcher. Bref. Mais bon, je suis sûr que Bran il pourra trouver tout ça, hein. C'est un Stark de Winterfell. Robb est, je cite, abasourdi. Pourquoi Tyrion voudrait-il aider Bran? Et forcément, du point de vue de Robb, tu te dis, mais alors les Lannister, c'est eux qui ont commandité tous ces actes. Pourquoi lui, Tyrion, il voudrait aider Bran maintenant, quoi? C'est incompréhensible. Eh bien, pourquoi? Parce que Jon lui a demandé
et qu'il a un faible, je cite, pour les infirmes, les bâtards et les choses brisées. Et tu vois toujours Tyrion dans sa répartie. Ça c'est vraiment des petites phrases qui sortent comme ça et ça te fait direct attacher à lui, quoi. Bah ouais. Et tu comprends Tyrion aussi. Tu l'imagines quand même toute sa vie avoir subi des brimades et tout. En fait, tu te rends compte que c'est au final il y a une part d'empathie en lui. Donc il est d'autant plus attachant, quoi. Ouais, tu vois, Quand tu le sens. C'est toujours ce qu'on dit, c'est les plus pauvres qui sont les plus généreux. Vas-y, continue, Guillaume. Non, j'ai rien à dire de plus. Ouais, mais comme tu dis, tu sens qu'il y a de l'empathie, en fait. Ouais. Mais dès le début, en fait. Il est très attachant, ce Tyrion. Alors, Rickon surgit de nulle part et entre avec les deux loups avec qui il était en train de jouer dans la cour. Broussaille et Vengris. Donc Broussaille, on le rappelle, c'est le loup de Rickon et Vengris, c'est le loup de Robb. Les loups se mettent alors tous à bondir sur Tyrion. Bran rappelle le sien en premier, donc Été. Robb rappelle Vengris. Et enfin, Bran demande à Rickon de rappeler Broussaille. Et on sent que, en fait, Broussaille, il paraît assez sauvage. Ouais, ça a l'air d'être le plus agressif. C'est-à-dire que, même dans le début de chapitre, on dit que, en fait, son poil l'avait totalement noirci et qu'il a des yeux verts, qui fourmillent. Franchement, le loup de Rickon, tu sens qu'il est pas incontrôlable, mais tu sens qu'il peut agir à tout moment. Tu le sens dégainer à chaque fois ses babines. Enfin, t'es pas en sécurité avec lui autour de toi, quoi. Moi, ça m'a surpris quand même. Je comprends pas pourquoi ils se sont jetés sur Tyrion. Ils doivent avoir des... Tu sais, les loups, ils doivent être exposés plein de fois à des gens qui connaissent pas, tu vois. Enfin, plein de fois, il doit y avoir du passage, des marchands, je sais pas, ou n'importe qui se ramène. Pourquoi ils se sont jetés sur Tyrion? Bah, on sait depuis le début du roman que les loups ont un certain troisième sens. Troisième œil, pardon. Un certain troisième œil qu'ils ont un sixième sens, pardon. J'ai confondu les deux. En tout cas, j'ai mélangé les deux. Et du coup, je pense pas que ce soit anodin le fait qu'ils aient commencé à agresser Tyrion. C'est pas anodin, mais de me dire, tu vois, Tyrion, il a plus ou moins rien à voir là-dedans. Pourquoi les loups Ouais, après c'est compliqué. Peut-être ils sentent le sang Lannister qui coule en lui. Peut-être. Et en tout cas, mais c'est vrai que c'est parce que venant de, si ça avait été Jaime, tu comprendrais. Ouais, je comprendrais. Après, c'est difficile de se faire un avis parce que c'est vrai on a le point de vue de Tyrion, on sait que c'est, comme tu dis, c'est un personnage assez attachant, mais en même temps, à chaque fois que les loups ont agi, c'était pour le bien de leur maître. Ouais. Donc, c'est vrai que là, on est pris dans un entre-deux, quoi. Ouais, c'est bizarre. Parce que, en plus, ça m'étonnerait pas que Été, et même soi-même, enfin que Été puisse reconnaître, identifier vraiment celui qui a poussé Bran, qui puisse identifier que c'est Jaime, je sais pas, parce qu'il était proche de la scène ou un truc comme ça. Ah oui, est-ce que tu te rappelles quel loup a agi en premier? Quoi? Est-ce que tu te rappelles quel loup a agi en premier? Agi en premier? Ouais. Agi donc quoi? Bah, est-ce que tu te rappelles quel loup a d'abord foncé sur Tyrion? C'est Été? C'est pas Été. C'est pas Été, c'est Broussaille. C'est Broussaille. Oui, c'est Broussaille le plus agressif. Ouais. Donc c'est pas forcément parce que... c'est peut-être parce que ils agissent comme une meute. C'est-à-dire que quand il y en a un qui attaque, les autres le suivent, tu vois. Ce serait parce que Non, mais c'est vrai que ça m'étonne. Pourquoi cette scène? En tout cas, bon, j'espère que... J'attends de la part de Martin que quand il écrit une scène, ça serve à quelque chose, que ce soit pas juste pour faire genre, quoi. Mais bon. Alors c'est Été qui a agi en premier. En fait, selon le texte, c'est soudain, la porte de la cour s'ouvrit à la volée, le soleil inonda la salle, et Rickon surgit hors d'haleine avec les loups-garous. Mais s'il s'immobilisa près du seuil, écarquillé, ceux-ci le dépassèrent et peut-être alertés par leur flair, repérèrent instantanément Lannister. Été se mit le premier à grogner, aussitôt imité par Vengris. Ah bah voilà. Donc c'est Été en fait qui reconnaît le sang Lannister, probablement, parce que lui, c'est pertinemment a dû flairer Jaime quand il a poussé Bran. Donc ce serait Été en fait. Ouais. Et sûrement les deux, on vient de le dire, Vengris l'a suivi,
et Broussaille en dernier, mais Broussaille il a l'air tellement agressif que en fait de lui-même Il aurait pu foncer lui-même. enfin non en fait non parce que en fait quand Rickon l'a rappelé, il a suivi son ordre, mais tu sens que c'est quand même il a l'air quand même assez incontrôlable quoi. En même temps, Rickon est assez jeune, donc forcément, il il peut ne pas avoir conscience de tout ce qu'il fait, quoi. Et puis, le loup, vu qu'il protège le plus jeune, il doit avoir un peu conscience de la vulnérabilité de son maître, donc du coup, il se doit d'être encore plus agressif que les autres. Plus protecteur. Après les conseils de Lewin, Robb s'excuse du comportement de ses loups. Enfin, de ses loups. De son loup et des loups de ses frères. Et surtout de son comportement envers Tyrion, et propose donc son hébergement à Winterfell. Mais le lutin refuse, préférant aller dans une auberge que de rester dans ces murs où on le déteste. Il s'en va donc, sans les membres de la garde de nuit, dont Yoren, qu'on avait déjà vu. Alors, on l'avait vu à quel moment, Guillaume ? Quand quand Tyrion montait au mur et donc il y a Yoren qui a rejoint le convoi avec 2 violeurs pour qu'ils deviennent membres de la garde de nuit. Et donc ces membres de la garde de nuit qui accompagnaient Tyrion, eux, restent à Winterfell. Bran revient donc dans sa chambre, et donc là il fait une sorte de sieste, et il commence à rêver, encore une fois. Donc on voit que ces rêves ont quelques importances, parce que celui-ci aussi, on peut y déceler plusieurs choses. Donc, il escalade la tour, la même tour qu'il avait escaladée lors du chapitre où il avait découvert Cersei et Jaime en train de copuler. Pareil, il retrouve les gargouilles qu'on avait aussi décrites dans son chapitre lors de l'escalade. Sauf que cette fois-ci, les gargouilles ont une forme de lion, et ce sont de lions qui se chuchotent. Donc typiquement, forcément, les lions, c'est les Lannister qui étaient en train de se parler. Et Bran se rend compte encore une fois qu'il ne peut pas voler, qu'il a peur de la chute. Et lorsque il monte, en fait les gargouilles se rapprochent de lui. Bran crie dans son rêve qu'il n'a rien entendu, parce qu'il a peur en fait. Bran sait ce qui va lui arriver parce qu'en fait ça lui a déjà arrivé, donc il sait que voilà, c'est le fait d'avoir entendu ces conversations qui l'ont mené à sa chute. Donc lui crie qu'il n'a rien entendu, mais rien n'y fait. Les gargouilles continuent à se rapprocher de lui, et Bran se réveille en sursaut. Hodor le nettoie, le vêtit et l'emmène dans la grande salle pour le dîner. On sent qu'Hodor, même si ça a l'air d'être quand même un simplet, parce que bon, il fait que répéter son nom, donc tu sens que voilà, c'est pas un simplet quoi. Ouais. Mais il comprend à peu près tout, tous les ordres. Il a l'air vachement attentionné quand même. Ouais. Et donc Hodor l'emmène dans la grande salle pour le dîner. Alors, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, dans ce dîner, par ce dîner, on apprend que les champs de Winterfell, ils ont un peu déserté les parages, sûrement par peur des loups-garous. Sachant qu'on fait dans le premier chapitre de Jon que, en ce moment, je crois que c'est le loup de Jon, Fantôme, qui se bat avec un chien pour un os. Oui. Oui, pendant le banquet, là, alors que Fantôme était plus petit que le chien, il me semble. Ouais. C'est ça, il était plus petit, mais pourtant, c'est lui c'est Fantôme qui maîtrisait le chien. Donc là, tu sens qu'ils ont pris un véritable ascendant. Et Yoren est aussi présent lors de ce dîner. Donc il commence à parler des querelles entre Jon et Alistair Thorne. Mais lorsqu'on veut prendre des nouvelles de Benjen Stark, Yoren prend la mine lugubre. Donc il apprend à tout le monde que Benjen est parti à la recherche de Waymar Royce, mais que ça fait longtemps qu'il est parvenu et qu'il est sûrement mort. C'est vrai qu'il dit ça alors j'avais pas une froideur, mais tu sais, il dit ça d'un ton implacable quoi. Il leur dit cash, votre oncle il est parti et là ça fait longtemps qu'il est pas là et il est mort quoi. Faut pas se leurrer. Je pense que par expérience, passer un certain nombre de jours sans nouvelles, c'est systématiquement une mort où ils reviennent jamais à partir d'un certain temps passé au nord du mur sans nouvelles quoi. Et alors ça tu dis ça. En fait de Yoren d'accord, mais en fait c'est un autre frère juré de la garde de nuit qui rétorque que y a personne qui connaît aussi bien la Forêt hantée que Benjen.
Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on apprend la fin de l'histoire de ce dernier héros par vieille Nan, lorsque Bran, lui, dit que les enfants de la forêt vont l'aider. Ouais. Parce qu'en fait, Bran se dit, en fait, la phrase exacte, c'est et Bran se souvient de la conclusion de l'histoire de vieille Nan, et il s'exclame, les enfants de la forêt vont aider. Donc supposément, à la fin de l'histoire, en fait, bon, bien qu'il soit traqué, ce dernier héros, les enfants de la forêt lui viennent finalement en aide. Et peut-être que en alliant la force des premiers hommes et des enfants de la forêt, peut-être qu'ils ont réussi à repousser Les marcheurs blancs. les marcheurs blancs. Donc si on applique ça maintenant, comment il faudrait repousser ces marcheurs blancs qui rôdent au-delà du mur? Ça serait, les premiers Ce hommes. serait difficilement juste avec la force des hommes. Sachant vu la force du mur. C'est ça. Là, on sait que, on sait pas si le mur il avait Ouais, on sait déjà été construit parce qu'on sait que le sang des premiers hommes coule dans les veines des Stark. Ouais. Bon, il l'a peut-être construit après. Hein. Ouais, c'est ça. Et ce serait une bonne raison de le construire d'ailleurs. C'est après une menace pareille, construire un mur pour que ça se reproduise pas. Ouais. Ce serait une bonne raison de construire un mur. Mais en tout cas, si on Donc l'applique probablement après en fait. si on l'applique maintenant, il faudrait que ça soit en tout cas, le sang des premiers hommes. Donc, bon, c'est juste que, pour l'instant, ça coule juste dans les veines des Stark, mais peut-être dans d'autres, hein. Et, l'alliance avec les enfants de la forêt. Les enfants de la forêt, on sait pas trop, alors, c'est dit dans le texte, en fait, que Maester Luwin dit que les enfants de la forêt n'existent plus. Et je crois que c'est Yoren qui lui dit, oui, de ce côté du mur peut-être, du côté sud du mur, mais du côté nord, qui sait? Ça, personne peut le prouver. C'est vrai que du côté nord du mur, on a l'impression qu'il existe tellement de choses mystiques. On sait qu'il y a les autres avec le rêve de Bran où il voit tout au fond, tout au nord du mur, qu'il y a. Je pense que tu leur aurais posé la question avec les marcheurs blancs, ils t'auraient dit les marcheurs blancs n'existent plus. Donc si les marcheurs blancs sont encore là, il y a des chances que les enfants de la forêt soient encore là aussi. Des chances. Après, on n'a pas de preuves. Donc comme on vient de le dire, selon Maester Luwin, les enfants de la forêt. Donc comme on vient de le dire, selon Maester Luwin, les enfants de la forêt ont tous disparu et il ne subsiste d'eux que la face sculptée des Barral. Donc, ça serait les enfants de la forêt qui auraient taillé dans les arbres en fait, ces faces en fait, les faces des anciens de jeu. Ouais. Et ça peut nous rappeler d'ailleurs que dans le mur ils n'existent plus, à part sur cette fameuse île aux faces où les hommes verts montraient la garde. Dans le sud, tu veux dire? T'as dit dans le mur. Non, dans le sud. Oui, dans le sud. Dans le sud, ouais. Dans le sud, ouais. Donc, j'aimerais pas que le sud soit envahi par ces marcheurs blancs, parce que si c'est vraiment les enfants de la forêt, les anciens dieux qui Il y a aucune chance s'ils passent le nord. S'il y a plus de Barral au sud, c'est que ça devient compliqué, là. Le dîner se finissant alors, Robb raccompagne Bran dans sa chambre et le rassure sur le fait qu'ils reverront leur mère, puis Jon, et tout ça pendant que Bran sera à cheval. Donc là, bon, tu sens qu'il remet sur lui son visage de grand frère, en fait. Il essaye de le rassurer, parce que c'est vrai que Robb, depuis le début... En fait, Robb, il est assez immature dans ce chapitre. Depuis quelques temps, ouais, mais tu sens que tu sens qu'il a 14 ans, quoi. Moi, je le sens surtout qu'il essaye de faire bien. Genre, en mode... accueillir les membres de la garde de nuit, mais être froid avec les Lannister, mais en fait il fait de l'excès de zèle, en fait il maîtrise pas ses émotions. Ouais, il maîtrise pas ses émotions, il est pas assez modéré dans sa façon de diriger, il est emporté. Comme par exemple Yoren dit que Benjen est mort, il s'emporte direct en criant Benjen mon oncle n'est pas mort, quoi. Ouais, il a encore du mal à être modéré. De un, il maîtrise pas ses émotions, et de deux, il a des réactions disproportionnées. Typiquement en accueillant Tyrion avec sa lame dégainée. Et en plus, dans le chapitre, que Tyrion, il s'en inquiète même pas. Il dit qu'il passe outre le fait que Robb l'accueille de cette façon-là. Parce que c'est un enfant pour lui. C'est un enfant, il sait pas ce qu'il dit, il sait pas ce qu'il fait. Et ça, tu le ressens beaucoup plus, j'ai l'impression, dans les livres, que dans la série, dans la série... oui, dans la série, Robb, il a une trentaine d'années... Mais non, il a pas la trentaine. Oui, d'accord, il a peut-être 25 ans. Ouais, voilà, il fait très, début de 20, enfin, première moitié de vingtaine, quoi. Tu sens pas ce côté immature. C'est-à-dire que, certaines fois, certes, il peut avoir des réactions, qui sont
un peu disproportionné, mais il y a pas ce côté immature d'un enfant, en fait. Donc ça, tu le ressens beaucoup plus dans les livres, que c'est un gosse, c'est un ado. Ouais, dans la série, tu le sens un peu dépassé, mais c'est des événements qui sont tellement gros que forcément n'importe qui serait un peu dépassé. Mais ouais, tu le sens pas immature. Enfin voilà, on a terminé pour ce chapitre. Ça, il était vachement fourni, mais on espère qu'on vous a éclairé un peu sur tout ce qui a été dit. En tout cas, nous, il nous a... Bon, il était long, il était épuisant à préparer, mais on s'en est bien sorti, je pense. Et puis on vous retrouve la prochaine fois pour un chapitre d'Eddard. À la prochaine.